va avoir une photo, Oui. puis Voilà, la quantité d'attaque. Voilà. Hey Luc! Ça peut être intéressant parce qu'il y a un exemple concret et puis en plus qui peut faire le pont avec un de tes sujets. Mesdames et messieurs, nous sommes tous connectés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de cybersécurité comme un des domaines stratégiques dans lequel investir avec l'innovation de l'intelligence artificielle. Donc, si on n'est pas en mesure de protéger ces données-là d'une façon efficace et adéquate, je pense que ça va être un frein à la compétitivité de nos entreprises au niveau mondial. L'intelligence artificielle est un outil puissant dans les mains déjà de l'attaquant. L'intelligence artificielle permet d'augmenter la variété des attaques en identifiant des chemins d'attaque que même l'humain n'aurait pas imaginé préalablement. L'IA vient nous aider en cybersécurité à améliorer nos processus, à les bonifier. C'est des processus qui, aujourd'hui, consomment énormément d'humains. Donc, avec les algorithmes, ça va nous aider à prendre des meilleures décisions plus rapidement avec moins d'individus qui vont être dédiés au triage. Messieurs, merci infiniment. On les applaudit bien fort. On les remercie. Pour moi, ce qui rend Mila unique, c'est juste la quantité de personnes ici qui sont vraiment intelligents et motivés pour collaborer ensemble, mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et d'agir là-dessus pour le bénéfice de tout le monde. Mon grand rêve, c'est pouvoir concevoir un modèle d'apprentissage ou bien une machine qui peut vraiment comprendre les nuances du langage naturel et pouvoir mieux comprendre et répondre aux gens de façon plus spécifique et plus correcte. I'm working with my team on creating a data set on gender bias, and the goal of this is to enable machines to no longer be biased with respect to gender. Pourquoi est-ce que j'ai fondé le Mila? Parce que j'ai un rêve pour l'intelligence artificielle qui redonne à la société, qui vont permettre de changer la manière dont on se transporte, fabriquer des choses comme on ne pouvait pas le faire auparavant, sauver des vies avec la médecine personnalisée. Je travaille au Mila sur un projet qui vise à apprendre à des robots à comprendre le langage humain et à exécuter des tâches. Mon rêve, c'est de pouvoir éliminer beaucoup de stress dans la vie de tout le monde et peut-être aussi d'aider les personnes âgées puis les personnes handicapées. Our research focus is to find new ways medicine can take advantage of deep learning, specifically in locating disease subtypes or predicting clinical outcomes in patients. Mila is a research institute that lives in between two universities that's already pretty extraordinary. And the concentration of really smart professors and graduate students and staff here is amazing. Je souhaite faire en sorte que nos algorithmes soient les plus efficaces possibles et ne nécessitent pas des bases de données astronomiques pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit accessible au plus grand nombre. Mon travail consiste à accompagner les entreprises à intégrer des solutions d'intelligence artificielle dans leurs projets. Mon objectif est de développer des méthodes d'intelligence artificielle afin de découvrir de nouvelles classes de matériaux nous permettant de mieux lutter contre les changements climatiques. Chez NeoAI, on développe des algorithmes pour aider les pharmaceutiques à développer des médicaments plus rapidement. Être à côté du Mila va nous permettre de vraiment pousser nos différents projets de recherche à l'interne. Comme vous le savez, on est en plein cœur d'une grande révolution énergétique qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On a juste à penser aux nouvelles sources d'énergie renouvelable, aux clients qui vont devenir autoproducteurs, à la numérisation de nos équipements, aux enjeux cybernétiques, au surplus énergétique. Donc, pour faire face à ces défis-là, on veut s'associer avec les meilleurs au monde en intelligence artificielle et avoir un impact majeur sur la société de demain. C'est important qu'un acteur comme le Mila soit là pour aider à former les gens, à aider les entreprises à décoller, à être des leaders mondiaux dans ce domaine-là, et aussi soit présent pour réfléchir avec le reste de la société sur les enjeux sociaux, l'impact de l'intelligence artificielle, parce que tous ces changements-là, on doit les faire dans le respect de nos valeurs humanistes. Generations of innovators and thinkers have built Montreal into the city it is today. A city where new ideas are welcomed, where talent thrives, and creativity flourishes.
So the thing that makes Montreal special is the critical mass. It's the number of researchers in this area, especially in deep learning. Right? So deep learning and to some extent reinforcement learning, we have here a higher concentration of researchers than anywhere in the world. We believe it's the next Silicon Valley, really, between the startup activity that has really picked up in machine learning and AI, the large research labs that have now set up shop here, and the universities. All the ingredients are there, and I think the excitement is also there. The reason we're establishing ourselves in Montreal is because of the ecosystem here, and we hope to contribute to the snowball effect that has been starting in Montreal for a while. So I think that our unique commitment of everyone involved here to really build something big, something new in Montreal, a new Silicon Valley that is different, that is Montreal's Silicon Valley. We have all the ingredients, and we just need people to engage in that mission, in that adventure, and I think we'll do great things. It's one of the best places where you can see industry collaborating with academia, collaborating with the government, for example, all towards a single vision of advancing artificial intelligence. We want to work with the scientific community and grow with them. And I think that's the main characteristic of the Montreal ecosystem here. It's collaboration. The cost of developing an innovation is lower in Montreal. The quality of life is excellent. On top of that, there's this critical mass of talent in Montreal that you don't find elsewhere. So Montreal is the AI city. It's also a city where we care not just about the science of AI, but to become responsible leaders in AI. I think this is something that's important for researchers. They want to see their work used for good. This is something they see more and more in the scientific community, and this is something that's really one of the core characteristics of the community we have here in Montreal. Do you know any other place where you have Microsoft Research, Facebook AI, Google Brain, soon to be DeepMind, startups across Mila, startups, McGill? There's only Montreal. Chez Julien, on est une entreprise manufacturière spécialisée dans l'acier inoxydable, dans la transformation de l'acier inoxydable en feuilles. On a 3 divisions. La division commerciale, dans laquelle on fabrique des cuisines sur mesure. Notre deuxième division, la division industrielle, on fabrique des produits sur mesure pour des compagnies OEM. Ensuite, on a la division résidentielle, dans laquelle on fabrique des éviers et des accessoires sur mesure pour monsieur, madame, tout le monde. C'est dans la division résidentielle qu'on a réalisé le projet avec le CCTT Productique Québec. L'objectif du projet, en fait, il y avait 2 objectifs. Le premier était de réduire le délai de traitement des commandes et le deuxième était d'améliorer l'expérience client sur le web. Si on n'avait pas travaillé avec un CCTT, probablement qu'on aurait dû faire une recherche exhaustive des différentes solutions. L'avantage avec le CCTT, c'est qu'ils vendent des services conseils. Ils ne sont pas attachés à un produit. Au départ, j'avais une petite réticence parce que c'était à Sherbrooke, puis je me dis, à distance, ça peut être problématique. Mais non, notre conseiller venait peut-être aux 2 semaines, aux 3 semaines. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Donc, on ne peut pas toujours faire une veille ici à l'interne pour s'assurer de suivre qu'est-ce qui se passe sur le marché. Donc, de faire affaire avec un CCTT, eux le font naturellement. Le projet qu'on a eu, qu'on a fait, on aurait pu le faire à l'interne. Ça nous aurait probablement pris 1 an, 2 ans. Mais de le faire avec un CCTT nous a permis de le faire en 6 mois. En 3 mots, expertise,
impartialité et, je dirais, efficacité. So AlayaCare is a company that provides software to home healthcare providers. So our goal is to provide a single piece of SaaS software that home care agencies can run their business on. What makes AlayaCare different than other startups is because we're in the healthcare industry, we really get to see the impact of our work. So yes, it's a technology company and there's lots of technology companies, but because we're impacting healthcare, it's bigger. You really see the impact of your work, especially when you're live with nurses and you can see kind of how important our application is and how we're touching patients' lives every day. I love the challenge. I like that we're building something as a group that ultimately helps the people that we're working with on the other side of the table in terms of our clients. Because we're a small team, you're really integral to the success of the business and you have an impact on day one. You can really see your hard work manifest into results, and that's pretty awesome. AlayaCare is great in terms of both the professional opportunities, but also getting to spend time with the team. Culture at AlayaCare. Work hard, play hard for sure. It's never boring. I'm always trying to push myself to be better and to do better. Love the AlayaCare team, and I'm not just saying that. We have an amazing team. I just love working here because it feels like it's a small family. Everybody's so friendly. And, you know, it's just a fun place to work. It's a great atmosphere to work in. Like all in Montreal, the dev teams are pretty close. We have like things every other week or every week regarding anything from poker night to yoga to any other activity you can think of. People are definitely a family. So when we're not working, we're enjoying each other's company and being able to just relax, which is great. The team is awesome. The culture is great. Although we have an office in Toronto and Montreal,
we keep the culture really strong. So we're looking for people who are looking forward to being challenged and who are keen on learning. If you are really motivated to do more, there will always be opportunity for you to succeed. If you want to be working in an environment that's going to push you daily, a place that's going to make you grow and make you feel uncomfortable, but at the same time know that you're getting ahead in terms of your knowledge, this is definitely the place to be. And also someone who's keen on joining the rest of the family and staying with us, yeah. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce webinaire. Sur IA pour l'industrie 4.0, organisé par Prompt et nos partenaires. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Tout de suite, j'aimerais remercier nos partenaires de diffusion et leur faire un amical salut. Le ministère de l'économie et de l'innovation, Québec Innove, Ivado, le MILA, Cyrel, Tadric, CRSNG, Techno Montréal, Investissement Québec, Productique Québec, Polytechnique Montréal, PEMPEM, Alaya Care. Merci à vous de nous accompagner pour l'organisation de ce webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Je suis Frédéric Bove, je suis le vice-président communication événements international pour Prompt. Et le vif du sujet, c'est quoi? C'est en 2012 en Allemagne que le terme l'industrie 4.0, entreprise du futur aussi, apparaît. Le chiffre 4, en fait, à quoi fait-il référence? Il fait référence à l'avènement de la 4e révolution industrielle. L'ajout du point zéro et pour expliciter l'idée que les technologies de l'information font à présent partie de toutes les sphères des entreprises. Pour le cabinet BCG, cela signifie qu'il devient possible de faire du sur-mesure avec des coûts voisins de ceux d'une production de masse. Les usines de demain seront plus petites, plus écologiques, plus proches des consommateurs, de leurs besoins et en capacité de réagir quasiment en temps T. Il ne s'agit donc pas d'une évolution, mais bien d'une révolution, car elle aura aussi un impact profond sur la question de l'emploi, de la formation des talents, de l'environnement et du management. L'intelligence artificielle, c'est un outil central de cette révolution, on en parle assez, mais nous retrouvons déjà un arsenal connu comme les robots, avec la vision artificielle, les capteurs, le traitement du signal, de la voix, de l'image, la fouille de données, les diagnostics et la simulation. À présent, la question de la récupération et de la gestion des données internes, externes, qui vient des partenaires extérieurs d'une entreprise, comme les sous-traitants, mais les utilisateurs aussi, ça devient le nerf de la guerre. Et en effet, si l'intelligence artificielle est le cœur de l'industrie 4.0, eh bien, on peut dire que les données en sont aussi le sang. Eh bien, c'est tout cela dont nous allons parler pendant notre Wexpert exceptionnel du jeudi 17 septembre, avec des invités vraiment exceptionnels qui savent, par exemple, ce que c'est la rétropropagation du gradient et ce genre de technicalité importante. Et ils vont vous présenter, en fait, les enjeux liés à ce secteur. Tout d'abord, je vais vous présenter notre panel. On aura une introduction par M. Pascal Monette, directeur général de l'ADRIC, qui nous présentera un petit peu ce que c'est l'industrie 4.0 et les enjeux que l'on peut retrouver liés à l'intelligence artificielle. Nous aurons ensuite une table ronde avec des projets de recherche collaborative en intelligence artificielle que Prompt a soutenu via des financements. On parlera avec Mme Naomi Goldapple de Alaya Care, avec M. Rousseau de PEMPEM, et une troisième partie où on aura qui peut aider les PME du Québec dans leur transformation numérique. Et nous aurons la joie d'avoir M. François Gingras d'Investissement Québec qui viendra tout nous dire exactement comment avoir autant d'informations, et ensuite M. Sébastien Houle.
Et Monsieur Luc Sirois, le directeur général de Prompt, viendra nous rejoindre par la suite pour nous présenter Prompt. Et on a un lancement spécial à vous montrer ensuite. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin, une petite surprise. On a la joie de pouvoir organiser enfin, après la séance du webinaire, des réseautages virtuels, en particulier avec chacun des conférenciers. Vous allez pouvoir échanger, poser vos questions et pourquoi pas même prévoir des projets avec eux. Tout de suite, nous allons passer à notre premier conférencier. Bonjour Frédéric, merci. Bonjour Pascal. Pascal Monette, vous êtes président-directeur général de l'Association pour le développement de la recherche, de l'innovation du Québec, connue sous le nom de l'ADRIC. L'ADRIC soutient, promeut la recherche et l'innovation pour favoriser la compétitivité des entreprises du Québec. Et Pascal, vous allez nous dire tout simplement quels sont les enjeux liés à l'industrie 4.0, à l'intelligence artificielle. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Frédéric et à Prompt pour cette invitation à mettre la table sur les enjeux de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. En effet, depuis plusieurs années, l'ADRIC est fortement impliquée dans la transformation des organisations, que ce soit par de l'accompagnement aux entreprises, mais aussi en réalisant une douzaine de webinaires pour démystifier l'industrie 4.0. Nous avons d'ailleurs rejoint près de 5000 participants à cette occasion. Les webinaires sont toujours disponibles sur notre site adric.com. Fort de cette expérience, il nous apparaît utile et pertinent de rappeler que l'introduction de l'intelligence artificielle se fait dans un contexte plus large de la transformation numérique de l'entreprise. Rappelons rapidement que la transformation numérique, vous avez une belle image à l'écran, c'est l'interconnexion des équipements et des systèmes jumelés à l'utilisation d'Internet ainsi qu'à la collecte des données. Comme plusieurs intervenants vous l'indiqueront, votre entreprise doit se préparer à introduire l'IA dans ce contexte de transformation. Les données sont à la base d'intelligence artificielle, ce qui demande pour une entreprise de les collecter, les regrouper, les réarchiver, les protéger, les stocker afin de les analyser et de les valoriser. Et tout ça, et c'est l'objectif fondamental, pour aider à une meilleure prise de décision opérationnelle, stratégique et complexe. De fait, et je terminerai là-dessus, l'intelligence artificielle est pour l'entreprise un moyen et non une fin en soi pour accroître sa compétitivité et son positionnement stratégique. Et tout cela doit s'inscrire, et c'est fondamental, dans la stratégie d'affaires de l'organisation. Il faut absolument se poser la question, pourquoi l'IA dans mon organisation? Sur cette réflexion, je laisse mes collègues vous inspirer et vous convaincre de l'importance de l'intelligence artificielle dans votre organisation. Merci et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Pascal, extrêmement synthétique, direct et efficace, comme tu sais si bien faire. Je te remercie. On voit sur la diapositive que tu as démontrée qui a marqué ERP, ce qui veut dire Enterprise Resource Planning. Bien là, on va en parler un petit peu avec les deux exemples que l'on va avoir et je vais demander à Naomi Goldapple de nous rejoindre. Louis-Martin Rousseau aussi, mais on va commencer avec Noémie, avec deux projets, puis on va commencer par Alaya Care. Donc Noémie, vous êtes vice-présidente de Alaya Labs chez Alaya Care, qui offre une solution logicielle de soins à domicile de bout en bout. Vous avez un parcours d'entrepreneur absolument démentiel. Vous avez fait partie des premiers chez Element AI aussi. Vous avez de nombreuses reconnaissances sur votre parcours, mais bon, je vais vous laisser rapidement la parole. Ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que votre projet et celui de PemPem qui va suivre ont été cofinancés avec Prompt. On y reviendra, mais tout d'abord, je vais vous laisser la parole pour que vous nous présentiez votre magnifique projet et l'importance de l'intelligence artificielle dans ce projet-là. Super, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors aujourd'hui, je vais partager deux études de cas et c'est vraiment le sujet de notre partenariat avec Prompt et avec l'Université de Polytechnique qu'on fait la recherche collaborative ensemble. Alors vraiment, c'est tout basé sur le thème de comment est-ce qu'on peut utiliser les données dans notre plateforme, qui est vraiment comme une plateforme de ERP, comme vient de dire, pour toute l'industrie de soins à domicile. Alors, on commence toujours avec des hypothèses. Alors, première hypothèse, c'était comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer, dans la science de santé, on parle toujours des outcomes. Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir les meilleurs résultats pour les patients
qui sont soignés par les aidants qui sont vraiment nos clients. Alors, vraiment, les patients sont les clients de nos clients. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les algorithmes d'apprentissage automatique, du machine learning, appliqués à des données de surveillance à distance des patients pour nous aider à vraiment prédire quand les patients sont à risque d'être réadmis à l'hôpital ou à une visite aux urgences. Ce qu'on a dit, c'est que quand les patients quittent un hôpital, alors normalement, ils vont quitter, peut-être ils ont eu une chirurgie, peut-être ils ont eu une malaise quelconque, et après, ils rentrent à la maison et il y a des aidants qui les aident. Alors, est-ce qu'on peut, avec les signes vitaux qui sont ramassés tous les jours ou toutes les semaines, avec les diagnostics de leur cas, avec la cadence qu'ils retournent à l'hôpital dans le passé, est-ce qu'on peut prédire qui est vraiment à risque? Alors, on a créé un modèle et on peut avoir un score de 1 à 5 pour voir 1, c'est il n'y a pas de risque et 5, ça va être rouge pour dire qu'il y a un grand risque que cette personne est en danger. Alors, on a utilisé un modèle de AI utilisant un random forest pour vraiment comprendre ce qui était le plus important. Et là, on peut avoir un score et les infirmières ou les aidants peuvent regarder sur un tableau de bord et voir s'il y a un danger et ils peuvent avoir des stratégies d'intervention. Mais on a aussi découvert qu'on peut utiliser d'autres données dans le système comme levier. Ce qu'il y a dans le système aussi, c'est beaucoup de notes. Alors, les données non structurées. Les aidants, les infirmières, ils remplissent beaucoup de notes dans le système. On a dit qu'il y a probablement des indices et des données qui sont pas utilisées parce qu'ils sont un peu cachés. Alors, on a vu que dans les notes de visite, il y a beaucoup de données cliniques, de vraiment évaluer le client, de voir comment va l'évolution de leur cas, qui sont un peu cachés dans toutes les notes. Alors, notre hypothèse, c'est que est-ce qu'on peut utiliser du NLP, du Natural Language Processing, pour vraiment dénicher ces données importantes. Alors, on est en train de sortir les observations cliniques des urgences pour vraiment créer un système d'alerte pour les infirmières pour qu'ils puissent utiliser ces données. Alors, ça, c'est vraiment en termes de clinique. L'hypothèse numéro 2, c'est vraiment le problème de roulement dans cette industrie. Ça, c'était tellement apparent dans le confinement et récemment pendant la pandémie dans les CHSLD qu'il y a vraiment une pénurie de demandes des aidants et des infirmières qui peuvent aider les vieux et les gens qui ont besoin d'aide. Alors, si on peut aider nos clients de ne pas perdre les aidants, ça va les aider. Alors, l'hypothèse, c'est est-ce qu'on peut créer un modèle pour identifier les employés qui sont à risque de démissionner? Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, dans cette industrie, imagine que dans 2018, en fait, il y avait un taux de roulement de 82%, qui est vraiment énorme aux États-Unis. Ça veut dire que si vous avez une centaine d'aidants, l'année prochaine, 82 vont être partis. Maintenant, à cause de la pandémie, en fait, c'est réduit maintenant à 64%, mais encore, c'est énorme. Et chaque fois qu'ils doivent remplacer, la recherche montre que c'est au moins 3 000 Canadiens pour les remplacer. Alors, on va les aider avec ce problème. Alors, ce qu'on a fait avec nos recherches, on a vu, on a commencé à creuser dans les données. Alors, ce qu'on a vu, les 3 raisons pour lesquelles les aidants quittent leurs agences, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'heures. Alors, peut-être des fois, ils sont donnés des visites le matin et quelques-unes le soir, mais pendant la journée, ils n'ont pas grand-chose et ils doivent gagner assez d'argent pour nourrir leur famille. Alors, c'est un manque d'heures. Aussi, mauvaise planification. Des fois, ils ne veulent pas travailler les week-ends, mais ils n'ont que des chiffres les week-ends. Et l'autre chose qu'on a découvert avec nos données, c'est que s'il y a beaucoup de temps qui passe entre le moment qu'ils sont embauchés et la première visite qui sont données, ils vont les perdre. Alors, les premiers 30, 60, 90 jours, c'est très, très important pour les garder.
Et on peut voir sont quoi les variables qui contribuent. Alors, on voit que l'utilisation, c'est une des variables qui est le plus important. Quelle est la delta entre les heures disponibles et les heures prévues? C'est quoi les distances parcourues pendant la journée? Est-ce qu'ils peuvent rester dans leur quartier? Est-ce qu'ils doivent prendre beaucoup de temps pour voyager de chaque maison à des autres maisons différentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de shifts les week-ends? Est-ce qu'ils sont bien payés? Et c'est quoi le nombre de clients? Et le nombre de clients, en fait, c'est très important ces jours-ci parce que ce qu'on essaie de faire d'optimiser, c'est de réduire le nombre de clients qui vont visiter. Pour que s'il y a un problème avec quelqu'un qui est testé positif ou ils ont des symptômes positifs, on peut vraiment fermer le cercle rapidement pour voir que ce aidant a vu juste ses 2 clients et ne pas aller à plusieurs maisons. Alors, comment est-ce qu'on a utilisé toutes ces variables? On a développé vraiment un score de risque pour chacun. Alors, ce qu'on a fait, on a attribué une pondération à chaque variable. On a dit, bien, utilisation, c'est vraiment très important. Alors, on va donner une pondérance plus élevée. On a mis toutes ces variables dans un modèle linéaire et on est arrivé avec un score pour chaque employé. Et on a appelé ça un score de satisfaction. Alors, ça veut dire que s'ils ont un score à la fin qui est très élevé, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Et s'ils sont satisfaits et engagés, ils ne vont probablement pas quitter. S'ils ont un score qui est très bas, ça veut dire qu'ils sont à risque. Alors, juste en faisant ces scores et on les livre aux clients, il peut aller voir et prendre les derniers 10% et il peut aller les appeler, il peut avoir des stratégies d'intervention. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on a mis tout ça dans l'application pour qu'eux, ils peuvent le voir dans leur tableau de bord. On a automatiquement fait le calcul. Comme ça, ils peuvent aller tout le temps pour voir qui est satisfait, qui n'est pas satisfait. Et ils peuvent faire des interventions. Alors, après 6 semaines, en fait, ils ont vu que le taux de satisfaction, ça a augmenté par 30%. Et tout pendant le confinement, pendant la pandémie, en fait, c'était hyper élevé parce qu'il y avait moins d'aidants et ceux qui étaient disponibles et en santé et disponibles pour travailler, ils avaient une utilisation très, très élevée. Ils étaient extrêmement satisfaits. Alors ça a marché super bien pour les aider. Alors, ça, c'est vraiment 2 études où on prend les données qui sont dans notre système et le projet qu'on fait vraiment maintenant avec Prompt, c'est de prendre ces modèles bêta qu'on a fait avec un client et essayer de le généraliser à tous nos 450 clients qui l'utilisent. Alors, avec Prompt, on fait la collaboration avec l'Université Polytechnique ainsi que 2 de nos clients qui sont des partenaires pour voir comment on peut le généraliser. Et on a très hâte pour ça. Alors, merci voilà. beaucoup, Naomi. Merci énormément. Je vais tout de suite, il va apparaître comme par magie à l'écran, Louis-Martin Rousseau. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique de Montréal, vice-président conseiller stratégique de PEMPEM. Vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en analytique et logistique des soins de santé, qui se consacre aux problèmes où les décisions reliées à la conception des plans de soins et leur exécution sont à la fois complexes et ou interreliés. Je vais vous laisser tout de suite la parole, on ne va pas perdre de temps. Vous allez nous présenter ce très très beau projet, cette très belle entreprise qui est PEMPEM et ce que vous produisez aussi en termes d'ERP, en termes aussi de ce qui concerne la supply chain qui est dans l'industrie 4.0 et aussi un petit peu une forme de nerf de la guerre et dans l'optimisation de cette supply chain. Louis-Martin, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc, en fait, je vais vous parler de PEMPEM, qui est une entreprise qui va avoir bientôt 1 an, qui est issue de la recherche et développement à travers beaucoup d'universités, que ce soit l'Université de Stanford, MIT et puis maintenant à Montréal. Et donc, le but de PEMPEM est d'amener dans les économies émergentes, non structurées et puis informelles, des outils modernes de planification et d'optimisation d'entreprise tels que nous, on possède dans nos économies. 60% de la population active au monde aujourd'hui travaille dans des économies qu'on dit informelles et non structurées. Et ça veut dire en fait qu'elles produisent aucune donnée sur les activités économiques, les transactions. Donc, on n'a aucune trace de ce que ces gens-là contribuent à la production des biens qu'on consomme dans nos économies modernes.
En particulier, c'est vrai pour l'huile de palme, dont je vais parler beaucoup dans la présentation d'aujourd'hui, dans lequel cas, en fait, 50% des travailleurs mondiaux sont des travailleurs informels. Donc, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ces travailleurs-là, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas ce qu'ils produisent, quelle quantité ils produisent et en particulier à quel endroit les fruits sont récoltés. Est-ce que ça vient des forêts qui seraient déforestées illégalement ou ça vient de plantations qui sont durables et bien organisées? On parle de 25 milliards, donc une production annuelle de 25 milliards pour 5 millions de travailleurs. Donc ça, c'est l'huile de palme, mais il y a beaucoup d'autres industries où on voit le même phénomène. Dans l'industrie du cacao, on ne connaît pas 80% de l'origine de la production pour environ 14 millions de travailleurs. Et même dans les métaux, comme le cobalt ou l'or, on a des productions artisanales qui peuvent représenter jusqu'à 25% de la population mondiale. Donc, on n'a aucune donnée sur, en particulier l'huile de palme, c'est 50% des travailleurs de l'Indonésie, puis l'Indonésie représente 50% de la production mondiale, donc typiquement 25% de cette production-là est non tracée ou non inconnue, si on veut. Ces données-là sont beaucoup en demande. D'abord, je vais faire une parenthèse sur le côté financier, donc ce qu'on appelle la FinTech. En Indonésie, on parle de 175 millions de travailleurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de compte de banque, pas de code de crédit et des revenus très, très faibles, et seulement 10 millions d'individus qui ont des conditions bancaires similaires à ce que nous, on a en Europe ou en Amérique. Donc, avoir plus d'informations sur ces travailleurs-là, ça va leur permettre de disposer de plus de moyens pour évoluer, augmenter leur statut, leur richesse, pouvoir aussi avoir des prêts pour investir dans leur production et augmenter leur productivité et rendre celle-ci plus durable. Les données sont aussi extrêmement importantes pour tout ce qui a trait à la lutte au changement climatique. Aujourd'hui, la déforestation, c'est le deuxième plus grand facteur de production de gaz à effet de serre au monde. Donc, et l'Indonésie est effectivement un acteur majeur dans cette industrie-là, et en particulier à cause de l'huile de palme. Donc, il y a des régulations de plus en plus strictes des pays producteurs d'huile de palme, que ce soit l'Indonésie ou la Malaisie, des pays consommateurs de ça, comme les États-Unis et l'Union européenne, et beaucoup de compagnies qui cherchent à démontrer à leurs clients qu'elles font tout ce qui est humainement possible pour enrayer le phénomène de déforestation, pour montrer patte blanche finalement et dire qu'ils font des efforts nécessaires. Donc, il y a des commitments, notamment pour cette année en 2020, pour les années futures, pour arriver à démontrer que la production est de plus en plus durable et ne contribue pas au changement climatique. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui pensent qu'on pourrait juste se débarrasser de l'huile de palme puis remplacer par d'autres choses. En fait, l'huile de palme est cette fois plus efficace que n'importe quelle autre huile. Donc, si on la remplaçait par n'importe quelle autre huile qui est connue aujourd'hui, il faudrait probablement 7 fois plus de territoire pour produire la même baril. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait remplacer ça par de l'huile de pépins de raisin ou quelque chose d'autre qui serait meilleur pour la santé. L'huile de palme est essentiellement produite en Asie pour des consommateurs en Asie. Donc, on a beau travailler sur notre consommation, le problème de la production ne va pas se régler. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inefficacité qu'on observe dans les petits producteurs artisanaux et que si on adressait cette inefficacité-là ou ce problème de productivité-là, on pourrait, avec le même territoire, donc si déforester davantage, répondre à nos besoins jusqu'en passer l'an 2030. Donc, l'objectif de PEMPEM, c'est de fournir à tous les acteurs dans cette industrie-là. Donc, aujourd'hui, on travaille avec environ plus que 1000 transporteurs qui rejoignent à peu près environ 40 000 fermiers pour essayer de leur donner des outils, les rendre plus efficaces, c'est-à-dire leur donner des outils qui permettent de partager les prix, de partager de l'information sur la qualité des pesées, par exemple, sur l'honnêteté des acheteurs, sur la disponibilité de cash à l'endroit où ils vont vendre leur prix, de tracer les prêts entre les différents acteurs, etc. Donc, tous ces outils-là leur permettent d'être plus efficaces. Donc, quand on a commencé il y a 1 an, on voyait qu'environ les transporteurs pouvaient consulter les prix de 2 ou 3 usines maximum avant de faire une transaction. Et aujourd'hui, ils vérifient les prix d'environ 10 à 15 usines avant de faire une transaction. On a aussi remarqué une augmentation significative dans la valeur des transactions entre les acteurs de la supply chain, entre maintenant et l'origine du produit, notamment dû au fait qu'ils ont accès à plus de prix, indépendant de la variabilité du prix, disons, dans l'industrie. Donc, en rendant ces gens-là plus efficaces, on accumule aussi des données qui vont permettre aux grands acheteurs d'huile, par exemple, d'assurer que leurs produits, par exemple,
proviennent d'origines qui sont durables et sont loin des parcs nationaux ou des forêts qui auraient pu être déforestées. Et aussi aux grandes institutions financières et aux fonds de développement durable d'offrir des micro-prêts aux fermiers et aux transporteurs afin que ceux-ci peuvent investir dans leur production puis augmenter la quantité de produits sans augmenter le territoire sur lequel ils cultivent. Le projet qu'on a avec Prompt et qui a été financé cette année vise à un peu extraire du sens de notre chaîne logistique. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a en ce moment, c'est un réseau qui est très diffus, où beaucoup de gens transitent avec beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on va avoir une approche qui est vraiment ce qu'on veut pousser comme un social ERP, ou la notion de réseau d'entreprise sociale où les gens peuvent avoir plusieurs rôles. Par exemple, ce qu'on appelle un Ampra Farmer, c'est un fermier qui aussi agit comme transporteur. Donc, les fermiers vendent à des transporteurs, qui vendent à des agents, qui vendent à des rampes, qui consolident le produit, qui revendent à des usines ou ils se vendent directement. Et on a besoin de tracer un peu toutes ces transactions-là pour garantir l'origine, mais aussi partager l'information financière sur les prix qui sont disponibles aux différents endroits où les gens pourraient vendre leurs produits. Donc, comment on peut faire ça? Bien évidemment, on demande aux gens, à nos utilisateurs, de poster les prix qu'ils paient, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de compétitivité entre, disons, les transporteurs. Donc, un transporteur s'approvisionne chez des fermiers. S'il a trouvé un bon endroit pour vendre, ça se peut qu'il ne soit pas motivé à donner le bon prix, par exemple, la transaction qu'il a. Donc, pour valider ça, on va utiliser une technologie de reconnaissance d'image qui est développée par notre partenaire Element AI, qui avait développé donc un OCR qui était extrêmement performant pour traiter des PDF, par exemple, générés par des systèmes modernes comme SAP, Oracle, etc., mais qu'on doit adapter pour ce que j'appelle le Jungle Grade OCR. C'est-à-dire qu'ici, les données qu'on veut traiter, c'est un reçu qui a probablement été chiffonné, plié, passé dans le camion, puis le soir est photographié par le fermier ou le transporteur avec son vieux téléphone Android, et que nous, on doit, qu'on considère comme une preuve de la transaction, en fait, parce que ça a été émis par le MIL et qui donne le poids, le prix payé, la date, etc., le numéro du camion, pour générer ce que PEMPEM appelle AI Verified Transparency ou Traceability. Et donc, le projet de Prompt vise à intégrer cette technologie-là dans la nôtre de manière à avoir ça qui fonctionne de manière transparente. Donc, on a aussi un projet avec HEC parce qu'on a des GPS dans beaucoup de camions et on essaie de trouver l'origine des fermes en étudiant les traces GPS, sachant qu'il n'y a pas de Google Maps n'est pas présent sur notre territoire. OpenStreetMap couvre environ 20% du réseau routier là-bas. Donc, on reconstruit nous-mêmes le réseau routier et de manière plus importante, l'impact de la météo sur les différentes routes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Martin. Je vais réapparaître. Voilà. Je vais vous poser chacun la même question, si vous me le permettez. Vous avez reçu un financement de la part de Prompt pour pouvoir travailler avec en recherche collaborative, notamment avec des entreprises. Qu'est-ce que ça a permis de travailler en recherche collaborative concrètement? J'aimerais avoir votre témoignage pour l'auditoire qui nous écoute, là, pour les encourager à aller aussi dans votre voie pour pousser la technologie, pousser l'innovation, pousser l'intelligence artificielle dans leurs organisations. Naomi, je vous lance la parole. Bon, je trouve le maillage entre travailler avec l'université et l'industrie, c'est vraiment une belle collaboration parce que on travaille avec les étudiants qui travaillent sur des programmes très précis. Alors, on peut en profiter de les dernières recherches plus poussées qui sortent de l'université pour voir comment on peut l'appliquer concrètement à l'industrie. Alors, on trouve ça vraiment très intéressant, mais je trouve qu'on doit accélérer le tout. Alors, quand on a les étudiants et les chercheurs qui travaillent avec nous, on a des clients des fois qui attendent des solutions. Alors, ça nous aide beaucoup parce qu'on peut vraiment utiliser ce qu'ils ont déjà créé et on peut le rapidement faire d'un côté appliqué. Alors, c'est vraiment très pratique. Alors, j'aime beaucoup le format de Prompt parce que c'est une belle façon de créer une collaboration. Parfait. Louis-Martin?
Je laisse la parole. Oui, j'abonde vraiment dans le même sens pour avoir les deux chapeaux, donc celui de professeur qui travaille en collaboration avec des entreprises, donc comme à l'IACA, mais aussi d'autres, et puis comme participant dans des entreprises qui vont chercher les meilleurs talents dans les universités pour prendre les connaissances brutes puis les appliquer à des problèmes particuliers. Puis c'est aussi vrai entre entreprises innovantes. Donc, dans le cas de ce projet-ci, Elementary avait une technologie qui avait été développée pour la grande entreprise, mais qui était clairement la meilleure au monde. Donc, on avait testé contre Google ou d'autres OCR qui sont très réputés, et puis il n'y a rien qui fonctionnait, alors que ce que Elementary était donc déjà très bon, et puis qui sont ouvertes à l'adapter puis à les développer pour des modèles d'affaires qui sont différents ou des milieux qui sont différents. Donc, pour une entreprise donc, comme nous en démarrage, de développer une expertise de pointe en OCR ou en deep learning, ça n'avait pas de sens. Donc, de travailler avec les acteurs de l'écosystème ici pour bâtir des solutions en partenariat, c'est beaucoup plus, énormément plus rapide de toute façon, puis ça a beaucoup plus de sens d'un point de vue d'affaires aussi, où chacun investit dans ce qui va pouvoir commercialiser par la suite, puis utilise les partenaires du réseau pour combler les lacunes technologiques qui seraient trop dispendieuses à combler par soi-même. Très bien. Une dernière question, puis je vais vous demander le petit défi de répondre rapidement parce que on veut laisser le temps à tous de pouvoir s'exprimer. Vos applications, en fait, et vos technologies, on peut les transformer et on peut les adapter à d'autres cas. Est-ce que déjà, vous y pensez au fait qu'on peut reverser votre technologie dans d'autres industries, une entreprise beaucoup plus grande, on peut la réadapter? Est-ce que c'est déjà des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler? Je peux répondre. Oui. En fait, je suis mentor avec des compagnies comme des Techstars et des Founder Fuel. Alors, je travaille avec beaucoup de jeunes pousses, des compagnies qui sont en démarrage. Je peux voir comment les technologies, par exemple, les technologies d'optimisation que nous, on utilise pour les aidants à domicile, de s'assurer que la bonne personne est au bon endroit avec les informations comme il faut. Je peux voir comment ça s'applique, par exemple, à d'autres industries où c'est vraiment du workforce management. Alors, on peut voir les mêmes enjeux et c'est très intéressant de prendre les mêmes approches pour appliquer à d'autres industries. Voilà, de notre côté. Louis Martin? Oui, absolument. Donc, j'ai parlé dans toutes les autres commodités, le cacao, la production d'art artisanal en Amérique du Sud, qui a des enjeux écologiques, notamment au niveau de la production de mercure ou de l'utilisation du mercure, pardon. C'est très… donc, les évolutions naturelles de PEMPEN dans les prochaines années, mais aussi des marchés comme le trafic humain, puis les flux migratoires et par exemple, des gens du Myanmar vers la Thaïlande, c'est un domaine avec lequel on est en discussion avec des grands organismes pour voir si les marchés de commerciaux, de travailleurs, disons, pourraient être traités aussi de la même manière avec PEMPEN. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Naomi. Merci beaucoup, Louis Martin, d'avoir été avec nous. Mais vous restez avec nous parce qu'il y a déjà des questions, des gens qui veulent vous poser des questions. Et je le dis à tout le monde, vous aurez la chance de pouvoir ensuite avoir un moment de réseautage particulier avec nos conférenciers. On les remercie de nous laisser le temps. Vous allez pouvoir les questionner autant que vous voulez sur des points extrêmement précis. Troisième partie de notre webinaire maintenant. Qui peut aider les PME du Québec dans leur transformation numérique? On a de la chance parce que les gens qui peuvent les aider, les personnes, ils sont là. Donc, François Gingras, vous êtes directeur développement, accompagnement technologique à Investissement Québec et vous allez nous en dire plus. Et vous serez rejoint ensuite par Sébastien Houle, qui est directeur général de Productive Québec. Mais d'abord, on va commencer par François. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Frédéric. Donc, Investissement Québec, CRIC, comme la majorité d'entre vous le savez maintenant, le CRIC a rejoint la grande famille d'Investissement Québec il y a 6 mois. Nous sommes partie intégrante de cette grande société d'État. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos interventions en intelligence artificielle combinées avec notre 4.0. Pour commencer, qui nous sommes? Chef de file en innovation industrielle. Depuis 50 ans, on continue ce rôle-là à l'intérieur d'Investissement Québec. Notre rôle est vraiment d'offrir des services d'accompagnement technologique et d'innovation industrielle et puis des services aussi d'essai et de simulation à toutes les entreprises du Québec. Oui, le manufacturier, pas juste le manufacturier, mais aussi
toutes sortes d'autres entreprises. Tout ça s'opère aussi dans un continuum. C'est important de comprendre que notre intervention peut se faire à différents moments d'un projet. Ça peut commencer avec des diagnostics pour aider l'entreprise à savoir où peut s'appliquer l'intelligence artificielle dans son entreprise, voir d'où elle part, voir quels sont ces systèmes existants. Par la suite, on va passer à un mode plus qualification des données numériques, qui est un service qu'on offre aux entreprises qui est très demandé par ces temps-ci, parce qu'il faut avoir, on le sait tous, des données de qualité pour pouvoir ensuite de ça les valoriser. On va après ça pouvoir migrer vers un service de planification de projet. Donc, on va tomber plus dans la planification, priorisation des projets spécifiques. On va vraiment accompagner l'entreprise aussi à évaluer dans toute sa liste de projets lesquels sont les plus intéressants à faire à court terme, à moyen terme, où sont les fameux low-hanging fruit, donc les gains rapides. Et on va se rendre aussi jusqu'à accompagner des entreprises à réaliser des projets, soit à intégrer des solutions qui sont sur le marché. Évidemment, on ne développera pas des solutions s'il y a des solutions qui existent. On va les diriger vers ces solutions-là. On ne réinventera pas la roue. Par contre, s'il y a besoin de développer des solutions, puis je vous donnerai un exemple de réalisation de projets plus complexes qu'on a fait avec des entreprises, on peut aller jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qui nous distingue à la slide suivante? Pourquoi Investissement Québec CRIC, les 4 caractéristiques qui peuvent nous distinguer? Une équipe d'experts multidisciplinaires, évidemment, dans toutes sortes de domaines, oui, en intelligence artificielle, mais aussi en génie industriel, en toutes sortes de génie. Des laboratoires, donc un accès à des laboratoires spécialisés, autant à Québec qu'à Montréal, des infrastructures, des équipements. Une approche neutre et impartiale, évidemment. Étant une société d'État, ça fait partie de notre ADN. On se doit, on a l'obligation d'être neutre et impartial. Et également, tout ça supervisé par des certifications de toutes sortes qui viennent confirmer notre expertise reconnue. Je vais vous donner un exemple, comme j'ai mentionné précédemment, d'un projet qui touche un peu plus l'intelligence artificielle. On était rendu à l'étape 4 avec cette entreprise-là. On avait fait le diagnostic, on avait qualifié des données, on avait fait la planif de projet, on était rendu à la réalisation. Un projet de R&D appliqué qu'on a fait avec eux au niveau de l'intégrité alimentaire. Vous savez, c'est un défi pour tous les gens qui sont dans l'alimentaire de s'assurer que ce qu'on reçoit ou ce qu'on utilise comme matière première, c'est la bonne chose. Mais pas juste que c'est la bonne chose, est-ce que ça a été altéré, est-ce que ça a été modifié? Donc, on a fait différents travaux avec des gens pour les aider à implanter des technologies de valorisation de données qui viennent valoriser des données de senseurs en utilisant des réseaux de neurones, de l'apprentissage profond. Beaucoup de la spectrométrie par infrarouge combinée avec des caméras hyperspectrales combinées avec d'autres senseurs qui, tout dépendant des matières premières, peuvent être de l'humidité ou toutes sortes d'autres données qu'on veut mesurer en temps réel. Venir agréger toutes ces données-là et après ça, utiliser des modèles pour confirmer, entre autres, on a fait des travaux avec des poissons pour s'assurer que les gens avaient bien la bonne espèce de poisson et qu'ils ne se faisaient pas passer des choses qui n'étaient pas ce qui s'attendait. Également, on a fait des travaux au niveau des épices avec certaines entreprises, certains groupes, parce qu'on sait très bien que les épices, des fois, peuvent être diluées avec des agents de remplissage qui sont moins dispendieux, moins coûteux. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas de voir si on a quelque chose de complètement différent que ce qu'on s'attend dans la matière première, mais plus de voir si elle a été altérée, des fois à seulement quelques pourcents, mais qui peuvent aller jusqu'à du 10, 15, 20% par des agents de remplissage. Et évidemment, c'est des situations qu'on veut pouvoir flaguer rapidement sur une ligne de production. Donc, ça vous donne une idée de projet type qu'on peut faire pour valoriser les données, utiliser l'intelligence artificielle. Je terminerai en quelques minutes avec ma dernière slide qui sont des messages de ceux qui l'ont fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur la ligne, bien content de vous avoir avec nous. Les entreprises avec qui on travaille depuis des années dans ces domaines-là ont tous des messages clés qui reviennent à ceux qui hésitent des fois de se lancer. La première, c'est pas avoir peur de se lancer. Ce n'est pas aussi tangible les résultats, ce n'est pas aussi évident que si on achète un robot, on le met dans un coin et on le fait travailler, le fait de valoriser ses données, il y a un peu d'incertitude, donc ne pas avoir peur de commencer. Ne pas essayer de tout régler avec notre premier projet. On voit ça beaucoup dans les phases d'accompagnement qu'on fait avec des entreprises qui essaient de tout inclure dans leur premier projet, puis ça devient très complexe et ils s'y perdent. Donc, vraiment y aller étape par étape. Le risque zéro n'existe pas. Ça peut sembler évident, mais on a des entreprises qui hésitent à y aller, qui ne veulent pas y aller parce qu'ils disent « y a-t-il des risques? » Il y a toujours des risques dans un projet. Par contre, il y a moyen de les mitiguer, il y a moyen de travailler avec le risque pour les réduire.
Un projet de valorisation de données, ça a aussi le droit d'être simple. Il ne faut pas toujours, surtout pour le premier projet, viser le projet le plus complexe. On peut le diviser en morceaux puis y aller avec des étapes simples pour commencer. C'est bien d'avoir un plan. On fait le constat de l'existant, puis qu'est-ce qu'on fait, par où on commence? Bien, je dis souvent aux entreprises, on attaque les plus grands irritants. C'est important d'impliquer ses employés, pas juste ses ingénieurs. C'est important d'impliquer ses ingénieurs, ses scientifiques, ses consultants, oui, mais il y a aussi des gens qui vont travailler avec le système par la suite. Donc, les gens qui vont travailler avec le système, c'est important d'avoir leur feedback pour rendre ça accessible et ergonomique aussi pour eux. Et je terminerai avec quelque chose qui peut sembler très évident, mais on voit tellement de cas comme ça dans les entreprises qu'on accompagne qui ne suivent pas cette recommandation-là. Une implantation de projet de valorisation de données, ce n'est pas une activité à temps partiel. Je peux vous dire que toutes les entreprises avec qui on a des discussions, quand on leur demande c'est qui votre équipe de projet, qui va s'occuper de ça à l'interne, qui va être les leaders, les promoteurs, ceux qui nous disent « Ah, ben c'est mon directeur TI qui fait ça à temps partiel » ou « C'est mon directeur de l'ingénierie » ou mon VP production qui gère ça à temps partiel. Règle générale, quand on les recroise 1 an, 2 ans plus tard, malheureusement, ces gens-là ont souvent pas beaucoup avancé. Alors, c'est important d'avoir une équipe qui est bien implantée, d'avoir des gens qui font ça comme tâche prioritaire de gérer ces projets-là. Et c'est comme ça qu'on atteint le succès. C'est les exemples de succès qu'on a vus. Merci beaucoup, François. Merci énormément. Puis oui, tu as parfaitement raison parce que c'est partie de ces nouveaux talents, ces nouveaux emplois qui émergent de plus en plus. Je vais dire nouveaux, presque pas, mais qui sont obligatoires. Tu as beaucoup parlé aussi d'industrie, d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont présents. Je vais parler simplement et signifier à nos partenaires avec qui on travaille régulièrement chez Prompt, qui est Prima Québec, qui anime et soutient l'écosystème des matériaux avancés, qui s'occupe beaucoup d'innovation, de croissance pour le Québec. Je veux les saluer parce que c'est un de nos partenaires de diffusion aussi pour ce webinaire. Et qui est un écosystème fort intéressant. Je vais laisser tout de suite la parole à Sébastien Houle. Sébastien, vous êtes directeur de ce qu'on appelle un CCTT, un centre collégial de transfert de technologie. Vous êtes spécialisé sur la productique, l'industrie 4.0 et vise à aider les entreprises manufacturières québécoises à tirer profit des outils numériques dans leur recherche de l'excellence opérationnelle. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins de notre sujet d'aujourd'hui et je vais vous laisser tout de suite la parole, Sébastien. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Frédéric, merci à Prompt de nous donner l'occasion de se parler aujourd'hui. Petit historique, puis je fais un peu un saut là, ou un retour avec la dernière image qu'on a vue de la présentation de nos amis du CRIC. C'est très important les points là, qui ont été nommés, là, puis les éléments là, à faire attention parce que nous aussi, on rencontre cette réalité-là, je veux dire, tous les jours dans nos clients que nous rencontrons. Donc, Productique Québec, un CCTT, je vais vous faire un petit résumé de qui sommes-nous. L'objectif, ce n'est pas un push technologique, c'est augmentation de la productivité. C'est ce que nos entreprises, nos clients, là, les PME manufacturières, parce que c'est le marché qui est visé de façon, je veux dire, prioritaire ou majoritaire par Productique Québec. L'objectif n'est pas d'amener des technologies pour amener des technologies. C'est toujours dans un objectif d'augmenter la productivité puis stimuler l'innovation. Donc, c'est ce que c'est l'accompagnement, le type d'accompagnement qu'on fait au niveau des entreprises manufacturières. De façon générale, chez Productique Québec, il y a à peu près 140 projets qui sont réalisés dans à peu près 120 entreprises au Québec. Fait qu'on est, nous aussi, neutre et impartial. Et puis, je reprends les mots de Pascal Monnet au début de la présentation là, de l'aide neutre et impartiale au Québec pour les entreprises manufacturières dans tout le maelstrom de la transformation numérique et en intelligence artificielle en particulier. Je veux dire, il y en a des organisations, le CRIC, les CCTT, c'est des organisations qu'il faut connaître en tant que manufacturier parce qu'on peut vous soutenir là, dans ce genre de projet-là. Productique Québec fait partie d'un groupe plus gros, le réseau des CCTT, des centres collégiales de transfert de technologie. Il y en a 59 de ces centres-là. Là, je vous donne un peu l'ordre de grandeur un peu partout à travers la province. Et il y en a, c'est ce que je voulais peut-être un peu plus spécifier, il y en a 14 de ces centres-là qui sont
dont on s'est regroupé autour de ce qu'on a appelé l'escouade numérique, donc 14 qui sont beaucoup plus orientés au niveau de la transformation numérique. Ceci étant dit, évidemment, tous les centres collégiaux de transfert de technologie doivent évidemment travailler avec la transformation numérique parce que ça touche tous les secteurs, mais évidemment, il y a des CCTT qui sont plus spécifiques, du moins sur certaines de ces technologies-là. On en fait partie, évidemment, chez Producti Québec et je tiens à souligner qu'il y a un CCTT spécifique au niveau de l'intelligence artificielle qui s'appelle Jacob, qui est situé sur l'île de Montréal, qui, eux, ont aussi un rôle important dans ce déploiement, mais évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas qu'une panacée, pas une panacée, mais n'est pas qu'un outil qui est uniquement pour Jacob. Évidemment, tous les CCTT doivent travailler puis aider leurs clients à travailler sur ces nouveaux, un des outils pour la transformation numérique des organisations. Bon, pour Producti Québec, nous, on ne se considère pas des spécialistes en AI, mais on est vraiment à un endroit où on vient à s'assurer que dans nos entreprises manufacturières, le terreau va être fertile pour l'utilisation. Donc, il y a du travail à faire en pré-IA. Donc, la collecte des données, comment les conserver, comment l'organiser, comment la structurer, comment la partager, puis comment la valoriser. Hein. Comment, finalement, ces données-là vont devenir une réalité. On va pouvoir valoriser puis trouver des outils pour venir soutenir les gestionnaires à prendre des bonnes gestions. L'objectif, c'est de se servir de ces données-là pour pouvoir être plus efficace en termes d'organisation. Dans une organisation manufacturière typique aujourd'hui, bon, évidemment, il y a des si je regarde complètement à l'extrême gauche, il y a des outils pour capter, hein, évidemment, ces différentes données-là, des systèmes d'acquisition, comment je vais être capable à travers mes différents systèmes dans mon organisation, de capter l'information, comment je la structure, comment je vais venir bien monter la science des données, comment je vais bien structurer ces données-là. Et après ça, on est dans l'application. Donc, comment je prends ces données-là, puis j'offre aux gestionnaires des éléments de BI, des éléments, comment je vais rentrer ça dans des ERP, par exemple, ou dans des systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir donner à un gestionnaire des outils pour prendre les meilleures décisions puis pouvoir être une entreprise beaucoup plus efficace. Évidemment, quand on voit ça de cette façon-là, c'est très compréhensible. Normalement, dans une entreprise manufacturière, quand on arrive, c'est à ça que ça ressemble. Hein. Je veux dire, c'est un fouillis, là, où c'est très, très difficile de se faire une tête. Donc, chez Producti Québec et dans mes autres partenaires là, des CCTT, l'objectif, c'est de prendre ça et de bâtir une structure pour que les gens puissent commencer à y voir clair. Donc, on est dans un processus où on part avec un spaghetti, hein, je veux dire, beaucoup d'informations très, très disparates pour tranquillement arriver avec une lasagne si je reste dans le même genre de plat. Donc, comment tranquillement passer de systèmes d'intégration de données vraiment très, très complexe, très disparate, puis tranquillement commencer à monter pour avoir un système beaucoup plus structuré qui va pouvoir après ça nous servir pour pouvoir intégrer les outils de transformation, les outils de l'IA qui va pouvoir nous aider à donner des bons résultats. Mais nous, chez Producti Québec, c'est beaucoup dans ce genre de travail-là, donc s'assurer de mettre les conditions, mettre un terreau fertile pour que lorsqu'on va planter la graine de l'IA, entre guillemets, qu'elle puisse bien fonctionner. Fait que c'est l'essentiel, finalement, de la présentation. Il y a plusieurs choses que je pourrais vous dire, mais essentiellement, là, chez Producti Québec, c'est ce genre de travail-là avec mes collègues qui sont dans l'escouade numérique aussi de Synchronex. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Je crois que c'était très clair. Puis on comprend quand même que cette intégration-là, elle est cruciale pour l'industrie québécoise aussi au niveau de la compétition internationale. Ce sont des vrais enjeux aujourd'hui sur la scène internationale de compétitivité. Donc, c'est quasiment un choix obligatoire. Absolument. Je pense que c'est un passage obligé. La problématique qu'on rencontre beaucoup, puis je suis convaincu que François Gingras sera d'accord avec mon affirmation, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont loin du compte. Donc, il faut les monter en compétences. Ça fait partie du travail qu'on doit faire. Et avec Prompt, là, puis je vois Luc arriver dans mon écran,
avec Prompt, le travail qu'on peut faire, des projets de recherche qu'on peut faire qui sont évidemment offerts par le CRSNG ou des trucs comme ça, des organisations comme ça. Avec Prompt, on est capable d'avoir des effets de levier qui vont faire en sorte que les entreprises vont pouvoir gérer le risque ou dérisquer des projets technologiques parce que c'est pas facile de faire ce move-là. Ça prend une certaine foi, entre guillemets, mais il faut y aller. Il y a des résultats extraordinaires qui peuvent sortir de ça. Absolument, merci beaucoup Sébastien. Et pour y aller, eh bien, chez Prompt, on peut vous aider, on peut pousser la machine de l'innovation. On en a parlé au début de ce webinaire et je vais laisser tout de suite la parole à Luc Sirois, qui est notre directeur général et qui va nous dire quelques mots sur Prompt, qu'est-ce que l'on fait. Et après, Luc, on passe parce qu'on a quand même une belle annonce à faire. Vous savez, ces acteurs-là qu'on a vu aujourd'hui à la Care, PEMPEM, qui ont des projets extraordinaires, peuvent trouver chez des acteurs comme le CRIC, les CCTT, cette fameuse escouade numérique, là, des alliés d'une profondeur extraordinaire pour les aider à réaliser leurs projets. Puis c'est des projets qui requièrent de l'intensité, c'est du deep tech. C'est pas simplement de faire quelques lignes de code ici, c'est de développer les algorithmes, de développer la technologie qui va différencier, qui va vraiment faire que le produit final va être unique au monde, il va avoir sa place dans les marchés internationaux. Et de mettre ensemble ces acteurs-là, ces entreprises-là que vous avez vues, des entreprises innovantes, ambitieuses, qui veulent conquérir la planète, avec ces chercheurs qui sont parmi les plus compétents au monde, mais de les mettre ensemble, c'est un peu notre mission. On fait ça donc par duo, par trio. On fait ça par écosystème dans des secteurs comme celui de l'intelligence artificielle qui est très large et transversal, mais aussi des secteurs plus spécialisés en cybersécurité, dans le domaine de la 5G, des nouvelles communications, les nouveaux réseaux du futur. Et toujours avec cette vision-là de propulser les champions technologiques de demain grâce à la recherche, puis grâce à la profondeur de nos chercheurs québécois, en université, en collège, dans les centres de recherche publics. Alors, l'annonce spéciale, Luc. Ah ben oui. Alors, ça, c'est Prompt. Peut-être un dernier message, là, si on revient à ce moment-là, c'est que pour vous encourager, on finance vos projets. Pour vous encourager à travailler ensemble, on connecte. On fait plus que connecter, on finance vos projets. Et c'est, si vous avez des projets, venez nous voir. Si vous connaissez des organisations qui ont des projets, des collègues, venez nous voir. Parmi les organisations qu'on veut mettre en vedette, toutes ces entreprises qui font des projets en intelligence artificielle, celles qui travaillent avec Prompt, celles qui travaillent avec les autres acteurs de l'écosystème, bien, on veut les mettre en vedette de mille et une façons. Vous l'avez vu aujourd'hui par un webinaire. Et aujourd'hui, bien, on annonce la publication du livre IA Québec, un livre et plateforme numérique qui va mettre en vedette les entreprises, les institutions qui créent l'intelligence artificielle, qui maîtrisent leurs données pour augmenter leur performance et qui servent d'exemple dans leur secteur pour inspirer les autres à emboîter le pas. The AI Quebec book and online platform will feature the best of the province to showcase what they do around the world. It's a great privilege to work on this project with an editor that has deep experience in showcasing ecosystems like that. Bram is an editor that loves books, that embrace the digital world as well, and that brings this passion to us and to our ecosystem. He's done it before, as you'll see on the next page. He's done it before. Bram, nice to host you today. Bram, you're our co-editor and editor of the Innovate Montreal book. What was the Innovate Montreal book, first of all? Well, thank you, Luc. I want to thank you so much for this introduction and the wonderful presentation of the new project of AI Quebec. The Montreal book was a project that I started working on back in 2018 as an associate publisher with Global Village World Publishing, which is a company that's been producing books about cities
industries and ecosystems around the world for well over 10 years now. They're known in the industry to produce what's called legacy publications. They're not business directories that you discard after a few years. These are heirlooms. These are beautiful hardcover, coffee table style books that you would be proud to be part of and certainly proud to be featured in. The Montreal book was a wonderful and rewarding experience for me personally. I'm a Montrealer, born and bred, worked all my life in Montreal. And in doing the research for the Montreal book, I learned so much about my own city that I never knew before. I met with the most wonderful innovators and visionaries and learned things that I was almost embarrassed not to know that this was going on in my city. And that's what made the book so important, because it became a wonderful showcase and a document of what is happening in Montreal with regards to innovation. The book was a great success. All the participants who were featured in the book were very, very pleased with the results, including Monsieur Luc Sirois, who was featured in the book. And that's what led to Luc and I embarking on a new venture, which is AI Quebec. Now, the book will be very similar in format to the Montreal book. It will be a hardcover coffee table style book that will feature well over 100 of the top visionaries and innovators in the field of artificial intelligence, but this time not just Montreal, but overseeing all of Quebec, which we're very excited about. The process is very, very easy. If anybody is interested who is not ready on board, please contact myself or Luc, and I'd be very happy to tell you more about it. And Bram, the question is in everybody's mind, why a book in this world of digital communication? And is it only a physical book? Well, that's a very good question, Luc. The book, in its format as a hardcover edition, has become very special these days. As you know, most publications are digital now. That is the way that many people read their content. So that makes a hardcover book these days even more special. When you present someone with a book, they look at it now, and to touch and feel and experience the tactical sensation of reading a book is more special now than ever. But along with that, we do have an online representation of the project and the book as well. All our books are featured as ebooks that you can page through, page by page, online. And we also feature all the participants in our books and their innovation stories on our website, innovationsoftheworld.com. This is an international platform that's visited by tens of thousands of visitors from all over the world. And these are all people that are working at universities, AI, innovation. So these are a very, very good audience that will see the stories that we're posting. So overall, it's a wonderful experience to be part of. And if I could add something, we could say also that when you give the book to someone from abroad, it will feel that's a heavyweight book, that we are in some category in Quebec with the A, it's an heavyweight championship. Right. Absolutely. Well said, Frederic. Thank you. Yeah. Very well said. So for everyone listening to this webinar, and for everyone in your network, if you feel you should be featured as an example of as a company, as an organization of the AI ecosystem of the whole province, please contact us. This content will be used to promote your activities, put you as an example to follow. On va vous mettre en exemple, on va vous promouvoir, et ce contenu-là va se transformer avec les mois dans une plateforme numérique très dynamique, un nouveau média numérique interactif avec fort contenu vidéo qui va devenir la référence et le média de l'IA, avec les partenaires locaux qui ont déjà emboîté le pas, mais vraiment pour être la référence en termes de tout ce qui se passe et de tout ce qui se fait en intelligence artificielle au Québec. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là, Frédéric. Merci de l'invitation. Je vais finir. Alors, quelques mots pour finir notre expert. On est dans les temps. Alors, vous allez pouvoir rejoindre nos conférenciers dans les salles de réseautage.
Pour plus d'informations, vous allez pouvoir vous dispatcher, retrouver Sovita, Marc, Ginny, Nicolas et Eliane qui font partie de notre équipe de développement des affaires chez Prompt. On a de la chance et j'ai de la chance de travailler avec eux. Je vais remercier quand même aussi, parce que ce Wexpert a été réalisé grâce à Sandra Doyon qui d'Human Maître. Donc, si on arrive à une belle qualité à vous proposer, merci Sandra énormément pour tout le travail. Merci à Stéphano à la réalisation aussi. Donc, rendez-vous dans ces salles de réseautage qui sont un peu les chambres des secrets comme dans Harry Potter. Oui. Si je comprends bien, alors, tu veux dire comment on les trouve, les salles de réseautage? Dis-nous. Oui, je vous ai envoyé un courriel. Je vais vous refaire le lien ici. Attendez, je vous le copie-colle, mais je pense que vous tous, vous l'avez. Je vois plein de gens dans mon document. Donc, je vous fais ça tout de suite. Et je voulais vous remercier tous, les conférenciers, pour votre temps. Oui. Ça a été un plaisir de participer à cette organisation. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de questions, puis j'encourage le public à venir vous rejoindre dans les salles de réseautage. Oui, venez réseauter, là, venez jaser. On est en virtuel, mais on invente la nouvelle façon de connecter. Venez prendre un petit café dans la salle d'à côté avec nous, avec les conférenciers, puis jaser, échanger. On va remercier Pascal Monette, Sébastien Houle, François Gingras, Louis-Martin Rousseau, Naomi Goldapol, merci énormément parce que vous avez été là, vous avez délivré une expertise extraordinaire. Merci à tous. Maintenant, rendez-vous dans les salles de réseautage et bonne fin de journée. Et puis, on peut s'applaudir, je pense. On peut s'applaudir. Alors, je veux juste vous dire aussi, le 29 septembre, événement exceptionnel pour Prompt. On reçoit Luc de Brabander, qui est philosophe d'entreprise. Habituellement, il parle au Grand de ce monde à Davos, au TED Talk. Et il sera là le 29 septembre à 11 h pour nous parler de penser l'innovation après le Covid-19, comment penser en dehors de la boîte. C'est un conférencier exceptionnel de stature internationale. Toutes les informations sur nos pages web, LinkedIn. N'hésitez pas, inscrivez-vous, faites circuler, on vous attend parce que c'est une séance extraordinaire. À très bientôt. Merci. Donc, je vous invite tout de suite à quitter les conférenciers puis d'aller dans vos salles de réseautage. Puis Luc va vous rejoindre à tour de rôle pour vous poser d'autres questions. Puis encore une fois, merci beaucoup.